plutôt vous présenter un peu un élément qui est sur le débriefing après une situation critique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à part effectivement avoir participé aux recommandations pour les pratiques professionnelles avec également Tobias. Et le débriefing, qu'est-ce que c'est? Bon, vous le connaissez, je suppose, mais finalement, c'est un point de communication qui va être structuré. Donc, on parle toujours de communication, effectivement, dans un lieu et un temps dédié, qui va se faire après une activité ou une action avec finalement l'ensemble du groupe de personnes et qui va finalement regarder les points positifs et les axes d'amélioration en lien avec cette activité. Et vous voyez, je parle d'axes d'amélioration et pas de communication négative, de points négatifs. Voilà, ça c'est des éléments aussi importants. Le débriefing dont je vais parler aujourd'hui, ça va être juste après l'action, donc le débriefing dit à chaud. Il y a aussi des débriefings ou des feedbacks en fait, pendant l'action, par exemple pendant une manœuvre de réanimation où on a un outil qui nous dit quelle fréquence il faut masser, quelle profondeur, ou je ne parlerai pas non plus de débriefing plus à froid, qui sont un peu plus éloignés de l'événement. On peut débriefer quoi? Un événement imprévu, comme une situation critique, mais aussi on peut débriefer en routine après une journée avec son équipe, on peut débriefer aussi. Mais moi, je ciblerai uniquement les situations critiques. Et puis, qui débriefer? Ça va être au mieux l'ensemble de l'équipe ou sinon individuellement quand on est dans d'autres situations. Quelle situation critique? Je vous donne un exemple. Il y a quelques mois, j'étais en consultation d'anesthésie et je suis appelée par l'interne de chirurgie digestive parce qu'il y a une patiente de 80 ans qui a été opérée d'une occlusion la veille dans un contexte de carcinose péritonéale et qui est dans le coma. Donc à ce moment-là, je suis en consultation avec un patient, donc c'est pas voilà, donc vite fait, je lui demande quelle est sa pression artérielle. Il hésite un peu avant de répondre et puis il me dit 12,6. Je lui demande s'il a vu les pupilles. Non. Voilà, mais je sens que les réponses sont un petit peu floues. J'essaye d'appeler mon collègue de réanimation, mais qui est à ce moment-là occupé. Donc finalement, je décide de monter dans les étages, de laisser le patient dans le box de consultation. Et à mon arrivée, j'ouvre la porte et là, j'ai l'interne et l'infirmier qui étaient à ce moment-là, qui me regardent et qui me disent « Je pense que la patiente est en arrêt cardiaque ». À ce moment-là, personne ne massait et effectivement, c'était assez évident, mais elle ne respirait pas, elle était inconsciente et était donc en arrêt cardiaque. Donc tout de suite, il y a une initiation, donc je demande à l'interne de masser. Le chariot d'urgence était déjà dans la chambre, donc on place les défibrillateurs. Je vais raccourcir les choses. Globalement, au bout de 20 minutes, la patiente n'a pas récupéré. C'est une carcinose péritonéale avec un très mauvais pronostic et on arrête la réanimation et on déclare le décès. Mais suite à ça, il y avait plusieurs éléments que je trouvais importants de rediscuter avec l'équipe et donc de débriefer sur la situation. À la fois des éléments qui étaient positifs, qui étaient bien, et à la fois des éléments qu'on pourrait améliorer, et je vais vous en reparler après. Donc comment on peut faire, et pourquoi en fait j'avais envie de faire de ça? Le but ultime, c'est finalement d'améliorer la qualité des soins et la sécurité du patient. Mais comment ça va se faire? C'est finalement, ça va être d'améliorer et d'apprendre de notre expérience et donc d'améliorer nos compétences techniques, donc médicales, de prise en charge, d'algorithmes, mais aussi, le sujet d'aujourd'hui, nos compétences non techniques, de travail d'équipe, de communication, de leadership, tous ces éléments-là qui sont importants. Et donc, sur le plan conceptuel et théorique, c'est vraiment le cycle d'apprentissage décrit par Kolb, qui dit que quand on a une expérience concrète, donc une situation critique dans la vie réelle, ou même c'est ça aussi pour la simulation, quand on est dans le scénario de simulation, eh bien, après cette expérience, il va y avoir finalement un temps de débriefing qui va permettre de faire de la réflexion, qui va permettre de conceptualiser et d'en tirer un enseignement. Et ainsi, la seconde fois, dans une seconde situation, la même ou un peu différente, on va finalement pouvoir mettre en application ce qu'on a appris et donc normalement réagir mieux et avoir une meilleure performance.
Que dit la littérature finalement? Quand on a repris chez l'équipe de Tannenbaum en 2013 des études à la fois médicales et non médicales sur 46 études, regardait les groupes qui avaient eu débriefing versus contrôle. Et là, on voit une amélioration de la performance à la fois individuelle, mais également collective. Donc, d'où l'importance du débriefing après une situation. Dans les recommandations sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque, les recommandations européennes de 2021, mais déjà depuis 2010, mettent en avant l'importance du débriefing. Donc, à chaque fois, débriefer les performances immédiatement après chaque arrêt cardiaque, que ce soit intra- ou extra-hospitalier, que ce soit chez l'adulte et chez l'enfant. Quand on reprend un peu les éléments, la méta-analyse qui finalement a donné tous ces éléments de recommandation, à chaque fois, les niveaux de preuve sont quand même effectivement assez faibles parce que c'est souvent aussi des études en simulation. Et puis c'est parfois difficile avec plein de mesures qui sont faites en parallèle, en même temps, de pouvoir savoir quel est précisément l'axe qui permet d'améliorer tel et tel élément. En tout cas, les résultats de cette méta-analyse, c'est que le débriefing permet à la fois d'améliorer, par exemple, la survie à la sortie après un arrêt cardiaque, meilleure récupération d'un rythme spontané et meilleure profondeur du massage. Bon, pas tous les éléments de la prise en charge, mais quand même des choses qui sont importantes. En ce qui concerne les compétences non techniques, pareil, une étude maintenant qui commence à être ancienne sur Suisse, qui était pour le coup en simulation, où on comparait un groupe d'internes d'anesthésie-réanimation qui, après un scénario de simulation, avait un débriefing, versus un groupe d'internes qui, après le scénario de simulation, avait donc un débriefing. Donc on était sans versus avec un débriefing. Puis après, il passait sur un autre scénario de simulation. Et à ce moment-là, avec des évaluateurs extérieurs, ces évaluateurs-là utilisaient une grille d'évaluation des compétences non techniques qu'on appelle la NTS, qui évalue la communication, le travail d'équipe, etc. Et ils calculaient le score de ces compétences non techniques sur le second scénario. Et on voit que dans le groupe qui n'avait pas eu de débriefing lors du premier scénario, il n'y avait pas du tout d'amélioration de ces compétences non techniques, alors qu'on avait une amélioration de 15% dans le groupe qui avait eu un débriefing. Ce débriefing étant axé à la fois sur les compétences techniques et les compétences non techniques. Donc voilà, en tout cas, une preuve de la littérature en faveur du débriefing. Et c'est pour ça que quand on a fait les recommandations pour les pratiques professionnelles sur les facteurs humains en santé, et notamment sur la question du débriefing, bien que le niveau de preuve effectivement est faible et indirect, puisque je vous ai dit c'est souvent des études en simulation ou rétrospectives, finalement, le risque quand même de faire un débriefing reste assez faible, sauf si on ne sait pas faire du tout de débriefing et qu'on fait un mauvais débriefing, ça peut peut-être avoir des conséquences pas attendues en fait. Mais le risque étant faible et prenant aussi l'avis des différents experts, que ce soit dans le domaine médical mais également de l'aviation militaire, et bien finalement les experts se sont accordés à dire qu'il fallait que l'équipe soignante en situation critique réalise un débriefing juste après la prise en charge pour améliorer à la fois les compétences non techniques et certaines compétences non techniques. Donc une fois qu'on a dit ça, donc le débriefing, ça va indirectement améliorer la qualité des soins et la sécurité du patient. Et il y a un autre élément aussi intéressant du débriefing, mais que je ne développerai pas ici, ça va être potentiellement de réduire l'impact finalement psychologique de la situation critique chez les soignants et probablement d'induire une diminution de syndrome de stress post-traumatique dans certaines situations. En fait, on se retrouve déjà, on sait qu'on se dit dans nos pratiques de tous les jours, est-ce qu'on fait des débriefings après une situation critique ? Eh bien, quand on regarde la pratique en simulation, finalement, on n'imagine pas faire des sessions de simulation sans débriefing après, puisque, comme je vous ai dit, selon le cycle d'apprentissage de Kolb, après chaque scénario, on va faire un débriefing. Et c'est ce qu'on fait quand on organise des simulations, par exemple, interprofessionnelles en chirurgie robotique après une situation de crise. On va faire le scénario, puis après, on débriefe en équipe. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas dans la vraie vie ?
Même dans des équipes où il y a vraiment une culture de sécurité, des implémentations de plein d'éléments de culture de sécurité, de facteurs humains, les aides cognitives, le débriefing, eh bien on voit, c'est l'équipe d'Ariaga qui avait fait une enquête, que sur les 89 événements critiques qu'ils avaient eus en 2019, eh bien seulement la moitié avait un débriefing avec l'équipe. On avait refait à peu près ce même type d'audit sur l'hôpital Bicêtre et on avait un peu plus de débriefing après les situations critiques, mais pas beaucoup plus. Enfin, finalement, ça revient. Et donc même quand on a une culture où on est habitué, par exemple parce qu'on fait des formations de simulation, à débriefer après des situations critiques, et ben dans la vraie vie, on le fait pas systématiquement, même si on sait que ça marche, on y croit. Mais pourquoi? Les freins. C'est les freins qui sont habituellement retrouvés. Souvent, on manque de temps. On a une charge de travail parce que, je sais pas, au bloc opératoire, on doit enchaîner sur un autre patient ou on doit s'occuper d'une autre salle avec d'autres patients. En réanimation, il y a aussi d'autres patients, on est appelé sur autre chose. Parfois aussi, l'argument qui est donné, c'est l'absence d'un endroit isolé. Bon, ça, c'est un argument qu'on peut travailler parce qu'on peut toujours trouver un endroit isolé en réanimation avec la salle des familles, en anesthésie, soit la salle de repos ou une autre salle, justement, l'identifier avant pour pouvoir y penser le jour J. Et d'autres choses qu'on peut travailler, c'est par exemple ce qu'on retrouve dans les études, c'est la peur de jugement. Et bien ça, avec la culture de sécurité, le fait d'implémenter tous ces éléments, de gérer son stress, l'importance du sommeil, l'importance de bien communiquer, finalement tout ça, ça fait que la peur de jugement, il faut travailler dessus et dire que le débriefing, c'est pas pour critiquer, ça va être pour justement apprendre parce qu'il y a eu des actions qui ont été déjà très bien faites et des actions qui peuvent être encore améliorées pour la fois suivante. Il y a aussi parfois des retours sur une expérience de mauvais débriefing. C'est pour ça que je disais que quand même il faut faire attention quand on débriefing. Mais souvent, mauvais débriefing, c'est souvent dû soit au fait qu'il y avait la peur de jugement, donc ça a été parfois des fois mal interprété, ou un autre aspect, c'est aussi que celui qui mène le débriefing n'est peut-être pas formé, et donc là, le risque, ça peut être effectivement une mauvaise expérience de débriefing. Manque de soutien de l'institution, ça c'est les rôles des sociétés savantes, avec par exemple les recommandations pour les pratiques professionnelles, mais aussi les rôles des responsables des départements d'anesthésie-réanimation, de vraiment que ça rentre dans notre culture de sécurité. Et le dernier aspect, c'est on va dire oui, mais moi je ne sais pas faire, je ne suis pas formée. Et effectivement, il faut se former, soit en faisant des sessions de simulation pour apprendre à voir comment se font les débriefings, même si à ce moment-là, les débriefings sont souvent plus longs et beaucoup plus riches parce que ce n'est pas l'objectif en tant que tel. Et là, je vais vous donner des pistes pour pouvoir justement que vous compreniez comment mener un débriefing. Donc comment faire? En fait, l'HAS avait déjà mis en avant des outils pour nous aider à réaliser des débriefings, mais aussi des briefings. Avec, en 2016, un guide qui n'était pas que pour le débriefing après la situation critique, c'était aussi pour apprendre à faire des débriefings de routine après une journée. Mais ce sont les mêmes, finalement, c'est à peu près la même trame. Il faut d'abord se dire où on va le faire, donc endroit isolé. Qui va l'animer? Alors, il peut poser cadre de service ou un des membres de l'équipe. Le plus important, c'est surtout que ce soit quelqu'un, soit de l'équipe quand il y a eu la situation critique, soit même quelqu'un d'extérieur, mais qui soit formé et ou guidé avec une grille de débriefing. Qui participe le maximum de l'équipe, puisque finalement, ça va être toute cette communication interprofessionnelle et discussion qui va être intéressante. Et puis après, les questions qu'on va poser dans le débriefing, cette structure de débriefing, je vais y revenir après, et puis bien sûr, on conclut. En simulation, il y a déjà un peu une structure de débriefing, il y a différentes structures qui sont décrites, mais globalement, ça revient un petit peu à toujours un peu sur ces aspects qui sont assez faciles à mettre en place après dans la vraie vie. Ça va être de mettre en place le cadre, de débriefer les réactions, puis de décrire un peu les différentes étapes de manière temporelle, et puis à chaque fois d'analyser ce qui s'est passé et enfin d'en tirer une synthèse avec des pistes d'amélioration. Dans la vraie vie,
Il y a eu aussi des grilles de débriefing qui ont été faites, et c'est pour vous montrer qu'en fait, même si en simulation, ça dure souvent 20-30 minutes de débriefing, donc on se dit bah, on ne va jamais pouvoir mettre tout ça en place dans la vraie vie, on se rend compte qu'il y a des grilles qui sont pareilles, faciles, c'est toujours à peu près la même structure. L'équipe de Mulan avait déjà travaillé sur le sujet et déjà en 2013 publié une grille qui avait été mise en place dans leur service qui permet d'aider à ce qu'il y ait un membre de l'équipe qui, après chaque urgence pédiatrique, chaque réanimation pédiatrique, il se prenait moins de 10 minutes et alors il mettait un peu la situation et après, il débriefait qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui peut être amélioré, et puis là, ils axaient en plus le leadership et le followership. Il y a d'autres équipes, comme les équipes écossaises, qui refont aussi la même chose, une grille standardisée qui permet d'aider et de guider, et donc de faire en sorte que on n'oublie rien et l'équipe peut finalement totalement intégrer ce processus après chaque prise en charge. Et donc, finalement, ce que je peux vous proposer comme grille de débriefing, c'est à chaque fois de faire une introduction, à la fois de rappeler en quelques minutes, mais l'objectif, c'est d'être bienveillant et surtout d'avoir un environnement de sécurité d'apprentissage. Pourquoi je vous dis ça? Quand on fait beaucoup de simulations, beaucoup de formations, à force d'en faire, cette introduction-là, on va des fois un peu vite, mais quand on est par exemple au bloc opératoire avec des collègues, par exemple des IBOD, des aides-soignants, eux, ils ont beaucoup moins cette culture-là, et justement, ils ont peur du jugement. Alors donc c'est pour ça que cette introduction-là, c'est une sorte de briefing, vraiment d'introduction, c'est ce qu'on fait en simulation, mais il faut le faire aussi dans la vraie vie, pour déjà mettre toutes les personnes de l'équipe dans un environnement sécurisé et dans un environnement positif pour l'apprentissage. Et puis après, moyen mémotechnique RAS, on débriefe réaction-émotion, ça peut être un peu long ça, donc si vraiment on n'a pas beaucoup de temps ou si on estime que c'est pas, voilà, ça peut être rapide de le faire avec comment vous sentez-vous, et puis ça permet de commencer à ouvrir un peu la discussion, et après, en fonction du temps qu'on a, on va décrire et analyser ce qui s'est bien passé et ce qui pourra être amélioré. Et à chaque fois, faire un peu la méthode du sandwich avec des points positifs et des points négatifs. Et en synthèse, on ne va pas tout lister, mais juste retenir quelques messages clés et aussi quelques pistes d'amélioration, quelques actions à mettre en place. Là, c'est une des prochaines newsletters qu'on publiera avec l'ASFAR, justement, qui rappelle un peu les grandes lignes d'un débriefing juste après une situation critique. Si on revient à ma situation de départ, il me reste 30 secondes. Alors, il fallait nous trouver un lieu pour faire le débriefing. Alors, bon, je vous rappelle quand même que j'avais un patient qui attendait en consultation depuis pratiquement une demi-heure. Donc, c'est vrai que je voulais faire le débriefing immédiatement après, parce que je me suis dit qu'après, quand j'allais remonter, tout le monde allait repartir dans ses soins et il y aurait eu le changement d'équipe, etc. C'était impossible. Donc, c'est pas super. Bon, on l'a fait dans la chambre de la patiente. En équipe, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, pendant la réanimation, on avait eu au final 2 infirmiers qui étaient présents, un aide-soignant, l'interne de chirurgie et moi. Alors, c'est moi qui ai mené le débriefing parce que j'étais le plus à l'aise et la plus formée, mais ça aurait pu être quelqu'un aussi de l'extérieur qui nous permettait aussi d'échanger là-dessus. Et donc, la première question, ça a été comment est-ce que les gens se sentaient. On était quand même dans le contexte d'une personne âgée carcinos-péritonéale, donc il n'y avait pas trop de ressenti trop négatif par rapport à ça, mais c'était quand même important d'en parler. Et après, dans les points positifs et points à améliorer qu'on a pu mettre en place, c'était notamment sur la communication lors de l'appel. Il y avait eu des éléments qui étaient décrits, mais finalement, et ne pas hésiter, parce que j'ai appris rétrospectivement, je ne comprenais pas pourquoi la patiente avait 12 de tension. En fait, c'était la tension d'avant, et il n'avait pas osé me dire qu'ils n'arrivaient pas à prendre la tension. Voilà, donc d'être précis et factuel, et de ne pas hésiter à dire qu'on voilà, on a un souci pour telle chose, etc. Et l'autre élément qu'on avait remonté, qui avait bien fonctionné, c'est que le chariot d'urgence avait été amené immédiatement sans qu'on le demande secondairement. Et donc les autres pistes d'amélioration qu'on avait pu discuter, qui pouvaient être améliorées, c'était sur la reconnaissance de l'arrêt cardiaque. Et enfin, dès qu'on reconnaît l'arrêt cardiaque, on masse. Au moindre doute, on masse.
Voilà, donc les points clés d'amélioration qu'on avait pu mettre en place. Tout ça en 5 minutes, parce on n'avait tous pas beaucoup de temps, mais c'était quand même important, à la fois de donner des points positifs, puisque c'est pas pour dire vous êtes super, c'est parce que dans l'ensemble de l'équipe ne s'est peut-être pas rendu compte que, par exemple, ramener le chariot d'urgence, ça avait été une super initiative. Et les points positifs, c'est aussi pour mettre à niveau, en termes de connaissances et d'apprentissage, tout le monde à ce moment-là, et puis de discuter les axes d'amélioration. En conclusion, le débriefing, ça fait vraiment partie de la culture de sécurité, comme les différents axes d'éléments qu'on a parlé juste avant. Maintenant, c'est à vous d'intégrer ça au sein de vos équipes, de vous former. Et puis, si vous voulez, alors ce n'est pas une formation au débriefing proprement dit, mais on organise avec le MAPA régulièrement des formations autour de la gestion de situations critiques au bloc opératoire, où il y a des sessions de simulation haute fidélité. Et après, on réalise des débriefings sur cette situation-là avec les équipes. Et donc, les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas. Je vous remercie.